Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les États membres de l'OTAN s'engagent à consacrer 5% de leur produit intérieur brut aux dépenses de défense d'ici 2035. Une augmentation des dépenses qualifiée de grande victoire pour tout le monde par Donald Trump. Donald Trump qui juge ce sommet de succès monumental pour les États-Unis. Les pays de l'Alliance Atlantique ont aussi réaffirmé leur engagement inébranlable à se défendre mutuellement. Quel bilan peut-on faire de ce sommet de l'OTAN à La Haye? Qu'est-ce qui ressort de la déclaration finale de l'OTAN? Est-ce une nouvelle ère pour l'OTAN? La question se pose et on va tenter de répondre à ces questions avec M. Zakaria Bouddahab. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Madame Marim, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on va parler de ce sommet de l'OTAN, on va en faire le bilan. On va parler de cette déclaration finale. Qu'est-ce qui ressort d'abord de cette déclaration finale? Premièrement, et évidemment, l'actualité s'impose, c'est que, en fait, tous les membres, les 32 membres de l'OTAN, à part peut-être, nous y reviendrons, l'Espagne, ont décidé d'augmenter le budget alloué à l'OTAN, c'est-à-dire à leur défense finalement, l'horizon 2035 à 5%. Toutefois, il faut expliquer aux chers téléspectateurs qu'il s'agit là de deux tranches. La première, 1,5 est réservé aux infrastructures internes de défense et ce que nous appelons dans le jargon même de l'OTAN la base industrielle et technologique de défense, tout ce qui est renforcement des capacités ou des objectifs capacitaires, etc. etc. Et l'autre est alloué précisément au budget de l'OTAN. Et finalement, c'est un Trump qui a réussi le challenge, puisque durant son premier mandat, il n'ambitionnait pas de faire augmenter le budget des participants jusqu'à 5%. Il escomptait à l'époque, je pense, 3%. Il était plus ou moins modeste. Et maintenant... Mais maintenant, c'était une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre option possible que de rehausser ce budget de défense de l'Union européenne. Absolument. Donc c'est une démarche qui est offensive de M. Trump, à la lumière d'abord de la continuité de la guerre russo-ukrainienne depuis 2022, février précisément, donc ça continue. Et deuxièmement, l'augmentation de la menace et notamment les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas, dans un premier temps, qui a évidemment emporté dans son sillage beaucoup de pays, la Syrie, le Liban, même, je parle notamment du Hezbollah, et récemment, depuis le 16 juin, cette guerre fratricide entre l'Iran et Israël. Bon, il y a un cessez-le-feu d'accord, mais on va dire que ce sommet qui s'est tenu donc, le 24 et le 25, la capitale administrative et politique des Pays-Bas, La Haye, et donc a connu la participation forte de tous les États membres, et en même temps, sous donc, comme on dit en anglais, amid, sous cette ombre aussi d'une aggravation, accentuation des menaces. Et la déclaration, Madame Khamlichi, qui a été adoptée à l'issue donc de ce sommet, montre précisément qu'il s'agit là d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle évolution, d'une nouvelle ère, on peut dire cela exactement. Et que la Russie est considérée comme étant l'ennemi principal à conjurer, et là, à contenir. Acté sur papier. Absolument, sans oublier ce qu'on appelle les menaces hybrides, la lutte contre le terrorisme, les cybermenaces, les cyberopérations. Nous reviendrons peut-être à certains aspects de cette déclaration. Vous le disiez tout à l'heure, on a un Donald Trump qui ressort victorieux finalement. Il a atteint son objectif. On peut parler d'un réel succès. Un réel succès, success story, comme on dit. Pourquoi? Parce que déjà, il est résilient. Les 4 années, les premières peut-être, il n'avait pas pu terminer le job, comme on dit entre guillemets. Lui-même, il l'avait dit hier, d'ailleurs dans une courte conférence, parce qu'il a exigé que la conférence soit écourtée et qu'elle ne prenne pas beaucoup de temps, parce qu'il a un agenda extrêmement chargé, beaucoup de choses à faire. Ça a été réduit à 2h30 à peu près, maximum 3 heures. Tout à fait, donc il impose le style, il impose l'agenda, et puis en même temps, il ne lésine pas sur les moyens et rappelle aux Européens, aux Occidentaux, que les États-Unis alimentent jusqu'aux 2/3 le budget de l'OTAN. Et donc c'est eux qui ont besoin de l'OTAN et ce n'est pas lui. Ça me rappelle la crise qui a eu lieu entre M. Macron et Trump quand M. Macron avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN à la suite du deal entre les États-Unis et la Turquie. D'ailleurs, la Turquie va abriter le prochain sommet. Après, c'est l'Albanie, je pense, Tirana, ou c'est Tirana d'abord, la capitale albanaise, puis c'est la Turquie. Anyway, le plus important, moi je crois que M. Trump a une vraie stratégie. Aujourd'hui, je pense, l'action qu'il a menée
contre l'Iran, il faut le dire, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas le sujet direct, lui donne un crédit de plus pour finalement rappeler aux Européens la nécessité de renforcer le maillage et la protection, le parapluie américain, donc l'OTAN, pour réactiver potentiellement l'article 5 en cas de menaces et d'attaques collectives, enfin menées contre un pays membre, mais également les engagements communs au titre de l'article 3 de ce qu'on appelle le traité de Washington, c'est-à-dire le traité de l'OTAN de 1949. Vous le disiez tout à l'heure, comment expliquer cette petite résistance, on va dire, de l'Espagne, qui n'était pas tout à fait d'accord? D'abord, ça impacte le budget. 5% du PIB, produit intérieur brut, ce n'est pas rien. Sachant bien que l'Espagne, il est vrai, aujourd'hui, même le gouvernement actuel, c'est une coalition qui n'est pas suffisamment étoffée, ce n'est pas suffisamment une coalition peut-être forte, parce que M. Pedro Sánchez devait aussi, ou devrait justifier l'allocation d'un tel budget à la défense, sachant bien que l'Espagne avait aussi, moi je pense, depuis longtemps choisi une position plus ou moins de neutralité. Je vous rappelle, Mme Khamlichi, à titre d'exemple, qu'en 2004, exactement, c'était Zapatero, l'ancien Premier ministre et chef du gouvernement, s'est retiré de l'Irak à la suite des attentats de Madrid. Et c'était là un indicateur comme quoi, en particulier le PSOE, qui est le Parti socialiste ouvrier espagnol, a une position très réservée par rapport à des engagements militaires, augmentation. Moi, je crois qu'il y a des considérations politiques aussi, des considérations peut-être électorales, des considérations d'agenda, mais je pense qu'on a trouvé une formule, un arrangement, comme quoi l'Espagne augmenterait, mais pas sans atteindre les 5%, mais je crois au final, ça va être autour de 1,8, sinon un peu plus. En tout cas, une augmentation qui se fera graduellement. Absolument. Vous l'avez dit, donc au-delà de cette pression exercée par Donald Trump, est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience européenne en ce qui concerne une certaine autonomie au niveau de la défense européenne, justement? Européenne. C'est vrai, c'est une grande question. La sécurité de l'Europe aujourd'hui, c'est ce qui est en jeu. Absolument. Mais on doit rappeler une chose importante, c'est que l'Union européenne avait mobilisé 800 milliards de dollars à la suite de la persistance du conflit russo-ukrainien. L'Allemagne seule a mobilisé, je pense c'est M. Olaf Scholz, l'ancien chancelier, 100 milliards de dollars, ça veut dire, ou d'euros. Ça veut dire qu'on sort de la doctrine de 1945 pour l'Allemagne et que l'Europe sait très très bien qu'elle doit encore mettre la main à la poche pour développer son arsenal de défense, parce que les questions militaires changent en réalité. Elle doit prendre sa sécurité en main. Absolument. C'est la question qui se pose pour l'Europe. C'est la question qui se pose pour l'Europe. Dans un monde où on voit malheureusement qu'il y a toujours le risque de la dissémination des armes de destruction massive, et que la question iranienne récemment, je pense, a donné encore, non pas du fil à retordre, mais je dirais d'éléments de carburant à M. Trump pour convaincre les Européens d'augmenter le budget. Et donc ça a été pratiquement facile aujourd'hui, il n'y a pas de résistance, parce que la règle de l'OTAN, c'est l'unanimité. Il faut que tous les États soient d'accord par rapport à une question. Donc, finalement, il y a eu une préparation. Il a fait des éloges par rapport au secrétaire général, le nouveau, qui était ancien Premier ministre néerlandais. Et d'ailleurs, les Pays-Bas avaient abrité ce sommet et il a rencontré la famille même royale en échangeant les salutations, etc. etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'OTAN ressort renforcée suite à ce sommet à La Haye? Alors, on parle d'unité, un peu plus qu'il y a quelques semaines en tout cas. C'est vrai que l'OTAN, depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, a fait montre d'une adaptation remarquable. Je rappelle qu'elle a révisé plusieurs fois son concept stratégique, mais à la base, l'OTAN, quand elle a été créée, c'était pour endiguer le péril rouge qu'on appelait à l'époque, etc. Il y a des choses peut-être que je laisserai passer, puisque ce n'est pas le moment de les expliciter. Mais le plus important, c'est après la disparition de l'ex-Union soviétique, la grande question, c'était est-ce qu'on devait maintenir l'OTAN ou la faire continuer par d'autres moyens. C'est la raison pour laquelle l'OTAN, c'est une organisation militaro-civile. On débat de questions de démocratie, droits de l'homme, l'état de droit, coopération. OK, il y a la recherche scientifique, il y a la division de la diplomatie publique, etc. Mais il y a les questions militaires, c'est ce qu'on appelle le commandement militaire de l'OTAN. L'OTAN a également des forces qui sont là, dans le cadre de l'interopérabilité. Ma grande question aujourd'hui, c'est que la stratégie change aussi d'éléments opérationnels et les menaces changent aussi.
l'OTAN aujourd'hui est dirigée plutôt vers des menaces nouvelles, émergentes, comme les questions liées au cyberespace, donc la cyberdéfense, la question des menaces hybrides, le terrorisme, crime transnational organisé, même le changement climatique, parfois même l'immigration clandestine ou irrégulière, etc. Mais autrement dit, moi je crois que du point de vue même de la sociologie des organisations internationales, moi je crois que l'OTAN avait aussi besoin d'un nouveau souffle pour continuer à exister. Et là, engrangé ou amassé une expérience remarquable. Et je crois que cette expertise est toujours utile pour les pays notamment qui sont membres de l'OTAN. Sans oublier que le Maroc participe depuis 1994 au dialogue méditerranéen de l'OTAN. C'est important. Vous l'avez dit, une alliance qui sera toujours utile. Donc, la menace russe réaffirmée, on le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est un retour aux alliances traditionnelles à un moment où on se posait encore certaines questions? Il y a quelques semaines encore, quand Donald Trump parlait de peut-être se retirer de l'Ukraine, on parlait de la mort peut-être de l'OTAN, peut-être d'une Europe qui devra travailler sur elle-même et ça prendra une décennie pour peut-être se reconstruire, mais pour avoir sa propre sécurité justement. Donc là, est-ce qu'on est dans un rétropédalage, un retour en arrière pour réassurer ces alliances qui ont toujours existé? Absolument. Je pense à saute aux yeux, à l'évidence, aujourd'hui, comme bien même l'Europe s'est développée, je parle surtout de l'Europe, enfin l'Union européenne, elle n'est pas encore en mesure d'affronter, entre guillemets, un rival, pour ne pas dire un ennemi. Moi, je mets de côté parfois des appellations qui ne sont pas du tout pertinentes. Et du coup, la Russie a occupé une place très importante dans la déclaration finale. L'Ukraine aussi a occupé une place très importante. Cela veut dire que les Occidentaux, de façon générale, avec une approche assez, je dirais un peu timorée, sinon particulière, de M. Trump par rapport à la question de la Russie. Il reste quand même quelqu'un qui voudrait établir un dialogue stratégique avec la Russie. Et Dieu sait combien, aujourd'hui, du point de vue, par exemple, de SALT, ce qu'on appelle Strategic Auto-Limitation Talks, les discussions stratégiques autour de la limitation des armes stratégiques qui ont été suspendues comme dialogue, je pense qu'il est temps peut-être de relancer ce genre de questions fondamentales, parce que la Russie, par exemple, a des intérêts en Iran sur le plan de la fourniture de la technologie nucléaire à des fins civiles, bien entendu. Ce qui fait, oui, Madame Khemnichi, on peut dire qu'il s'agit d'un retour d'alliance, et notamment le lien transatlantique qui est resserré, parce qu'il a été affaibli durant le premier mandat, parce que M. Trump, à l'époque, avait d'autres agendas, et je pense que ce sont justement des éléments qui nous inciteraient à dire que les alliances traditionnelles sont en train de se reconfigurer. Merci à vous pour cette analyse, M. Zakaria Abou-Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir. C'est pour moi le plaisir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Très bonne soirée.